Merci beaucoup en tout cas. Je vais donner la parole maintenant à Sophie Perceval et on va parler de l'analyse de risque sur les valeurs des œuvres. Dites-nous un petit peu, enfin même longuement, que faites-vous avec l'intelligence artificielle en ce qui vous concerne? Comment est-ce que vous utilisez cet outil? Alors, c'est une intelligence artificielle assez différente là dont on va parler, puisqu'on n'est pas dans l'IA générative, on est dans une IA analytique. Donc c'est une IA très spécialisée d'abord, qui travaille avec des données qui sont pas spécialement disponibles. En fait, il y a une partie des données qui sont des données publiques, mais qui ont été structurées par nos soins. Mais surtout, l'IA a été entraînée pour répondre à des questions très très précises et complexes, et je vais vous expliquer un peu plus là-dessus. Quelles sont les questions qu'on lui a posées? Car dans l'IA, comme dans beaucoup de domaines, quand on définit le problème, c'est là qu'on pense pour la machine, c'est là qu'on on encadre la réflexion, entre guillemets, le calcul de la machine. Donc là, vraiment, ce que je vais vous montrer, c'est une IA qui ne va jamais inventer de faits. Hein. C'est une IA qui ne va pas générer du fait, générer des réponses probabilistiques. En revanche, c'est une IA qui va faire un calcul qui est de l'ordre de la pensée par comparaison. Et pourquoi en fait on est allé vers là? C'est une longue histoire, mais en gros c'est comme ça que pensent les humains. On pense beaucoup par comparaison, par ce qu'on dirait en anglais le benchmarking. On passe notre temps en fait à faire des reconnaissances de régularité. Hein, même en philosophie, on parle de régularité, philosophie de la science. L'observation des régularités, c'est comme ça que fonctionne l'entendement et la construction de connaissances. Donc on est dans une IA qui a une fonction heuristique, et je vais aller un petit peu plus dans le détail de ça. Sur la recherche qu'on a développée avec WonderIA, juste pour cadrer un petit peu d'où on sort, on n'a pas créé ça avant-hier, ça fait déjà plus de 7 ans qu'on développe cette recherche. C'est une recherche qui a été publiée aux États-Unis, qui a été publiée en Europe, pas seulement dans le cadre universitaires et académiques, hein, même si nos collaborateurs participent aux grandes conférences sur l'IA, mais également dans un but de vulgarisation et d'éducation sur le marché de l'art. Et quand on dit marché, vous comprenez qu'on va commencer à parler d'argent, on va commencer à parler de valeur, et c'est là que ça devient intéressant parce que notre but, c'est d'ouvrir la conversation sur la valeur de l'art, de cet étau qui est le rapport aux résultats publics de vente aux enchères. Et pour ceux qui sont praticiens, qui sont actifs sur le marché de l'art aujourd'hui, vous le savez, les résultats de vente aux enchères, leur accessibilité, notamment depuis une vingtaine d'années, crée un certain nombre de problèmes et crée une très forte distorsion sur la perception de la valeur de l'art. C'est le problème qu'on s'est proposé de résoudre. C'est-à-dire de rouvrir la conversation sur la valeur pour regarder la valeur pas seulement du point de vue de la liquidité aux enchères, mais d'un point de vue historique et historien d'art. Ce qu'on regarde, ce schéma, certains d'entre vous l'ont déjà vu si vous nous avez entendu parler, c'est un extrait de nos données sur 2 trimestres d'activité du monde de l'art, des écosystèmes artistiques. Et ces trajectoires qui ressemblent à des trajectoires d'avion, de lignes aériennes, ça représente par là-bas, c'est l'Amérique, hein, avec l'Amérique du Nord très active, l'Europe au milieu qui est ultra active aussi, et puis l'Asie. Et évidemment, on voit aussi qu'il y a des choses qui se passent en Afrique du Sud. Pour ceux qui s'intéressent à la photographie, à Johannesburg, il y a des festivals très importants. Il y a des choses qui se passent en Amérique du Sud aussi. Il y a des choses qui se passent en Australie, même si on n'est pas au cœur du réseau. Donc ça, c'est une représentation du réseau, en fait, par toutes les interactions qui se passent entre institutions. Et en fait, nous, on va s'intéresser à l'aspect transactionnel et non transactionnel du fonctionnement des écosystèmes. Et quand on dit non transactionnel, c'est-à-dire nous, on considère qu'une exposition, d'une certaine manière, c'est une transaction, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va avoir un impact sur la valeur d'une œuvre, un impact sur la valeur culturelle d'une œuvre, pas forcément financière, mais en tout cas culturelle. Et tout ça, on le prend en compte, on le cartographie pour comprendre la forme du réseau et pour comprendre cette forme du réseau à travers le temps. Et c'est là que ça demande beaucoup de calculs, parce que pour comprendre comment le monde de l'art a évolué sur 200 ans, il faudrait être capable de faire ce dessin-là, pas tous les 3 mois, mais tous les jours, et remonter le plus longtemps possible en arrière pour être capable de dessiner la façon dont des œuvres sont disséminées à travers le monde, et à travers là, comment une œuvre devient un morceau de culture, et comment à travers ça, elle acquiert ou non une valeur financière. Donc ça, c'est vraiment le travail qui est derrière WonderIA. D'un point de vue financier, qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire que nous, on s'intéresse à tout l'art qui n'est jamais vendu et jamais acheté. Donc de l'art qui est dans des collections de musées, mais qui est dans des collections personnelles aussi. Et ça, aujourd'hui, c'est évalué à peu près à 2,5 trillions d'euros. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer la taille de ça. La plupart de ces valeurs
qui est contenu dans des œuvres d'art ne voit jamais la lumière du jour, ne sort jamais de demeure personnelle. C'est souvent dans des mains privées. Et parce que le marché de l'art est très peu liquide, que c'est un marché qui est très compliqué pour faire des transactions, sont des choses qui ne bougent pas, mais qui ont quand même besoin d'être protégées, qui ont besoin d'être comprises et dont on a besoin de comprendre la valeur pour mieux les protéger. Donc nous, on s'intéresse à l'énorme partie du cercle que vous voyez là, qui n'est pas aujourd'hui documentée, analysée par les experts, parce que ces œuvres ne voient jamais la lumière du marché. Et ce qu'on a analysé à travers les données, et avant d'aller là, je vais vous expliquer comment on a accès à ces données, nous travaillons aujourd'hui pour les assureurs. C'est le choix qu'on a fait en rentrant sur le marché de la data, si on veut. On s'est dit, voilà, on a plusieurs choix. On analyse les valeurs des œuvres. On peut soit choisir de donner ces informations aux acheteurs d'art, soit les donner aux vendeurs d'art, donc on peut être d'un côté ou de l'autre du marché, mais ça va entacher nos données d'un biais. Parce que évidemment, si on arrive sur le marché par un côté ou par l'autre, on va forcément on va avoir un manque de neutralité. Donc on a décidé d'aller vers les assureurs, parce que les assureurs n'achètent pas, ne vendent pas, mais eux, ils ont un grand intérêt à comprendre la valeur de remplacement. Et la valeur de remplacement étant une valeur parmi tant d'autres, hein, c'est la valeur de l'œuvre si on devait la remplacer. On ne peut jamais remplacer à 100%, mais ça peut être réparé, c'est-à-dire compenser un dommage, une perte de qualité à la suite d'une dégradation, ou ça peut être carrément remplacé en cas de destruction totale. Et l'assureur, lui, il a vraiment besoin de comprendre quelle est la valeur aujourd'hui de ces trésors. Donc on est allé voir les assureurs et ce sont eux qu'on sert. Donc aujourd'hui, on a plusieurs milliards d'œuvres d'art qui sont surveillées, on va dire, d'un point de vue de risque par nos systèmes. Et on a fait une étude récemment sur un échantillon de 50 000 pièces qu'on a extraites de cette énorme quantité d'œuvres. On a découvert qu'il y avait quand même 71% des œuvres qui étaient soit surassurées, soit sous-assurées. C'est-à-dire qu'on a très souvent faux sur les valeurs d'assurance. Pourquoi c'est un problème ? C'est un problème parce qu'il y a des dommages. S'il n'y avait jamais de dommages, ce ne serait pas un problème. Il y a des transmissions, il y a des donations, il y a des litiges. Donc avoir des valeurs qui sont très fausses dans la façon dont ces œuvres sont protégées, ça pose toute une famille de problèmes. On aurait tendance à penser que les valeurs sont justes pour les œuvres les plus importantes. C'est-à-dire que chaque collectionneur va être très au courant de ce qu'il possède de plus précieux. Faux, malheureusement. Sur cet échantillon de 50 000 œuvres, qui est encore une fois un échantillon, mais relativement représentatif, là c'est encore une autre discussion à avoir, mais c'est pour une étude de cas, donc il fallait qu'on le fasse sur une population réduite d'œuvres. 92% de la valeur de cette collection artificielle n'était pas documentable grâce aux résultats de vente aux enchères. Donc, était très difficile à documenter d'un point de vue financier, puisque ce sont les seuls résultats publics. Heureusement, les experts, eux, ont accès à des résultats qui ne sont pas publics. Ils ont accès à toute leur base de données personnelle, qui est notée dans des carnets et aussi dans des fichiers Excel, hein, beaucoup. Les experts passent leur temps à récolter des données qui ne sont pas des données de vente aux enchères. Mais 92% de la valeur, on voit bien que là, il y a un problème de taille. C'est la raison pour laquelle on s'y intéresse, et on s'intéresse à une manière de résoudre ça à grande échelle. Une note sur la façon dont on fait tout ça, qui est fondamentale, et je pense qu'ici, peut-être, le problème se pose moins quand on travaille avec des bases de données qui ont été faites sur mesure pour des musées, etc. Ici, nous, on travaille avec un modèle qui va, à partir d'une description d'œuvre, de façon heuristique, va donner une sorte de diagnostic sur la valeur, sur le risque que la valeur soit bonne ou mauvaise, soit trop haute ou trop basse. Donc, plusieurs éléments qui sont très importants parce que vous allez être confronté à des modèles en tant que praticien du secteur. Et je pense que c'est un peu ce qu'on a envie de vous donner ce soir comme outil à emporter aussi quand vous êtes face à un nouveau modèle. 3 éléments de vigilance fondamentaux qui sont la définition de ce qu'est une IA responsable quand on a affaire à une IA analytique. La représentativité des données, c'est fondamental. Pourquoi nous sommes allés chercher les informations historiques sur les trajectoires des artistes sur 200 ans, plutôt que de prendre les résultats de vente aux enchères qui sont très faciles à trouver? C'est parce que les résultats de vente aux enchères ne sont pas représentatifs des dynamiques de création de la valeur culturelle et financière. Donc, être conscient du fait que certains jeux de données sont extrêmement partiels,
c'est fondamental, et toujours se poser la question de savoir sur quoi cette IA a été entraînée. Notre IA est entraînée donc sur du transactionnel, mais aussi sur du non-transactionnel, parce que les expositions qui ont été attribuées à un artiste, les autres artistes qui ont participé aux mêmes expositions collectives, le lieu qui a organisé l'exposition et la postérité de cette exposition en termes de traînée de poudre que ça a pu donner d'un point de vue de culture, c'est ça qui va déterminer des trajectoires culturelles et de valeurs. Donc, données du premier marché, données du second marché, données non transactionnelles. Quand on parle de 35 000 institutions, beaucoup d'entre elles n'existent plus aujourd'hui, puisqu'on parle de 200 ans d'histoire de l'art. On parle donc de galeries qui ont pu être ultra déterminantes pour la construction de carrières artistiques entre 1950 et 1965, à une époque où il n'y avait pas Internet, en Allemagne. Donc, aller trouver ces informations, c'est tout un art aussi, et c'est le travail qu'on fait dans la recherche de représentativité dans les données. L'exemple de la Biennale de Venise que je donne souvent, c'est que les artistes importants n'ont pas tous des résultats de vente aux enchères. La Biennale de Venise, c'est particulier, mais dans les pavillons nationaux où il y avait des expositions monographiques, 91% des artistes dans la dernière Biennale n'avaient aucun résultat de vente aux enchères récent, de moins de 5 ans. Donc voilà, ce sont des artistes quand même importants, ils ont été choisis par leur pays pour les représenter, et beaucoup ont des carrières très très significatives et des marchés primaires, des marchés dans les galeries qui sont très actifs. L'autre élément qui est important, c'est le conflit d'intérêts. Aujourd'hui, quand vous discutez avec une IA, modèle ChatGPT, modèle de langage, cette IA veut être en accord avec vous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Est-ce que l'IA a intérêt à être d'accord avec moi ? Est-ce que l'IA a un business model qui va dans le sens d'influencer ses réponses ? Pour nous, évidemment, comme nous fournissons des diagnostics sur les valeurs, il fallait absolument éliminer ce conflit d'intérêts. Donc aujourd'hui, on est très à l'aise avec le fait de vous donner des réponses qui ne vous plaisent pas. Vous verrez, je vais vous donner un ou deux exemples. Il y a des réponses qui ne vont pas plaire, qui sont compliquées à interpréter. La transparence et le contrôle, c'est quelque chose qui va évidemment avec le fait de pouvoir maîtriser l'IA. Et ça va avec le fait que nous, on montre aux experts qui se servent de nos données tout ce qui a servi à arriver à cette conclusion. On ne peut pas retrouver le raisonnement, comme vous le disiez, Christopher, parce qu'effectivement, on n'a pas de logique algorithmique. Donc, on ne peut pas dire A plus B égale C. En revanche, on peut dire, voilà toutes les données que l'IA a eues en main, et voilà la conclusion à laquelle elle arrive. Au moins, êtes-vous d'accord avec ça ? Je vais passer sur les aspects de conformité. C'est un peu évident si on travaille avec les assureurs et des données privées. Mais une chose qui est importante, c'est que l'IA nous permet de réinjecter de la complexité dans le rapport à la valeur. L'IA n'est pas toujours un outil de simplification. Dans notre cas, notre enjeu, c'était de réinjecter de la complexité et de dire non, le dernier résultat de vente aux enchères, s'il date d'il y a 12 ans et qu'il n'est pas sur le bon support, c'est-à-dire qu'on parle d'un dessin plutôt que d'une peinture, n'est pas pertinent, mais il y a d'autres manières de comprendre la valeur. Et c'est pour ça qu'on a créé 3 dimensions de valeur, enfin on en a plus, mais ce sont les principales qu'on utilise. La valeur intrinsèque, qui est une valeur dénuée de spéculation, qui est une valeur fondée sur la carrière de l'artiste et qui est donc une valeur théorique. La valeur en galerie, qui est une valeur premier marché, et la valeur de liquidation. Et quand je dis liquidation, c'est vraiment, c'est pas la valeur de vente, c'est la valeur de liquidation. Donc quand on liquide, en général, c'est une valeur diminuée, qui est la valeur enchère. Et donc quand on remet cette valeur aux enchères dans le contexte de la liquidation, on comprend qu'il faut la prendre avec des pincettes. Et par-dessus ces données de marché, on a également une couche d'analyse qui est très importante, qui est l'analyse de la carrière. Quelle est l'accélération de la carrière de l'artiste ? Quelle est la reconnaissance globale de l'artiste ? Ça permet d'avoir une compréhension d'un artiste qui n'est pas conventionnel, mais qui va être en accord avec la compréhension des experts. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je vais vous prendre 2 exemples. Un exemple d'artiste comme Bernard Buffet, pour lequel il y a beaucoup de données, beaucoup de transactions, marché galerie et marché enchères. En revanche, il y a un désaccord sur l'importance culturelle. Bernard Buffet ne fait pas l'unanimité, ne l'a jamais fait, et il se trouve qu'il y a beaucoup de Bernard Buffet sur le marché en ce moment, donc c'est intéressant de savoir ce que l'IA a à en dire. Là, vous avez sur la gauche les données en jaune, enchères, en bleu, marchand, sur lesquelles l'IA a travaillé. Au milieu, vous avez des comparables qui ont été trouvés par l'IA en disant, voilà, je vais trouver des œuvres qui sont les plus proches possibles de l'œuvre que vous me demandez, que vous m'avez décrite en termes d'années de production et en termes de taille. Je vais donc vous donner une liste réduite de résultats de vente aux enchères avec la source si vous voulez le constater. Et puis les 3 valeurs. Valeur intrinsèque, aux alentours de 67 000 €, là si on se met dans le milieu de la fourchette. Valeur enchère de liquidation, pareil, très bizarrement, ils sont d'accord. C'est très rare que ces 2 chiffres soient d'accord.
Une valeur donc aux enchères qui est relativement alignée avec la valeur intrinsèque, donc pas de spéculation a priori aux enchères. En revanche, chez les marchands, vous allez payer le double. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui est intéressant, c'est la question de l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les marchands sont en train de parier sur une reconnaissance future par les institutions qui, d'après eux, a manqué dans le passé? Est-ce qu'ils sont en train de parier sur une augmentation de la valeur intrinsèque dans les 5 ans à venir? Ou est-ce que simplement, ils jouent la cote de la popularité et ils essayent de tirer un maximum du marché parce qu'il y a une demande? Donc ça, c'est un exemple, je vais être la seule à dépasser mon timer, je suis désolée. Exemple complètement opposé, Dario Villalba, un artiste espagnol qui n'a pas de résultat de vente aux enchères. Et là, on est vraiment à nu face à cette valeur. C'est extrêmement difficile parce que quand on regarde la valeur aux enchères, on est à 6 000 € pour un artiste qui est considéré comme majeur dans la photographie espagnole des années 90, mais majeur. Là, on se retrouve avec un problème. On regarde la valeur intrinsèque, elle est autour de 40 000 €, basée sur justement cette influence, cette participation à la culture de cet artiste. Et on voit que chez le marchand, on est en fait tout à fait aligné avec le prix, la valeur calculée intrinsèque. Ça permet de mettre en perspective ce 40 000 € chez le marchand, si on nous proposait une pièce à 40 000 €, parce qu'il paraissait peut-être très cher en comparaison du prix en chair. En réalité, il n'est peut-être pas du tout absurde, ce 40 000 €. Et surtout, quand on regarde la croissance de l'artiste, donc on a un artiste sur la colonne de gauche, vous allez voir, qui est dans le top 1,22% mondial en termes de reconnaissance. Ça, c'est très, très rare. On est dans les catégories d'artistes qui ont vraiment une influence forte sur leur génération et sur les générations suivantes. Et puis, vous avez un calcul de pourcentage de croissance de carrière. Il est dans le top 23% en termes d'artistes qui est encore en train de grandir. C'est le contraire de Bernard Buffet. En gros, Bernard Buffet, il est dans le bas en termes de croissance de visibilité en ce moment. Lui, il est encore en train de construire une visibilité de plus en plus forte. Alors peut-être les 40 000, on va pouvoir les sortir de sa poche. Tout ça pour dire qu'il y a un énorme potentiel pour aider les marchands, aider les spécialistes qui bataillent pour faire reconnaître la valeur des œuvres en l'absence de résultats de vente aux enchères. Et ce sont des cas qui se présentent beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Voilà, ça va commencer à venir entre vos mains à travers des cartographies de collection comme ça qu'on fait pour les assureurs et qui arrivent à travers les assureurs entre les mains des collectionneurs pour les aider à mieux comprendre les dynamiques dans leur collection, comprendre quelles œuvres sont à surveiller, quelles œuvres sont à renvoyer vers un expert régulièrement parce que les valeurs changent et quelles œuvres sont simplement à garder comme étant des valeurs stables et à comprendre différemment, peut-être dans une logique de donation ou de mise en valeur différente. Voilà, donc une nouvelle manière d'envisager la valeur qui est permise par l'analyse et non pas par la génération de contenu ici. Mais ça fait partie aussi des outils qui vont de plus en plus venir vers vous en tant que marchand, en tant qu'expert et faire partie de la conversation et de la façon dont l'information est partagée avec l'acheteur, l'assureur, les différentes personnes qui sont autour de la table. Excusez-moi, comment vous avez la valeur marchande? Vous avez dealer's value. Oui. Vous l'avez comment? Parce que, alors, je vous ai montré pour Bernard Buffet, vous voyez, il y a des points. Très brièvement. Oui, on fera peut-être les questions après, c'était ça? Ouais, plutôt, oui. Mais bon, si vous voulez répondre brièvement. Il y a des prix qui sont affichés régulièrement, ça on arrive à les capter. On a des partenariats aussi et on a des prix de vente sur la base des factures d'achat. Donc on a des partenariats par rapport à ça qui nous permettent d'avoir des prix dans le passé. Nous, les prix aujourd'hui, en fait, nous intéressent presque moins que les prix dans le passé. On trouve ça très, très intéressant de savoir combien une œuvre s'est vendue en 1999. La valeur aujourd'hui, finalement, pour nous, c'est moins important dans l'entraînement d'un modèle. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir arrimer la croissance de visibilité d'un artiste avec les valeurs et la façon dont elle progresse. Donc, il y en a des prix qui sont disponibles, soit des prix historiques réalisés, soit des prix qui sont des prix affichés. Je ne sais pas si je parle à la personne qui m'a posé la question, en fait. Mais... En tout cas, elle vous Ah non, entend. pardon, je parlais pas à la bonne personne, mais bon, voilà. Très bien, merci beaucoup, Sophie Perceval.